Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi 4 mai 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto-monnaie, pour parler Bitcoin, oui, mais aussi macroéconomie. Parce que on a eu une semaine qui a été très chargée, avec notamment Jérôme Powell. Et la grande question qu'on va se poser, c'est est-ce que la macroéconomie américaine va nous laisser continuer notre bull run? Et même, tout simplement, la question simple, est-ce que le bull run a réellement commencé? Et même pour aller encore plus loin, s'il a commencé, est-ce qu'il est terminé? C'est un petit peu ce que je vois un peu partout sur Twitter, c'est un petit peu ce que l'on ressent. Et il y a une notion de bull trap très fort qui est présent et on va parler de tout ça, je vais vous expliquer mon avis et vous allez voir que c'est compliqué sans être compliqué, je vais vous simplifier tout très rapidement, que ce soit la macroéconomie, que ce soit la partie Bitcoin et on ira dans la fin de cette vidéo une partie on-chain dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi c'est normal ce qui est en train de se passer et petit spoiler, alerte, oui, pour moi, le bull run n'a pas encore commencé, le bull run ne s'est pas terminé et la macroéconomie a juste retardé un petit peu les événements et en fait on se retrouve encore une fois dans une notion de fractalité du cycle de Bitcoin et il n'y a rien qui justifie d'avoir réellement peur à partir du moment où on comprend les risques de ce qui va se passer. Mais avant de commencer, si vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et on commence tout de suite par l'annonce fracassante de Jérôme Powell de mercredi 1er mai. Alors c'est simple, globalement il n'y a pas de hausse des taux de la Fed, ce qui est positif, il n'y a pas à côté de diminution des taux de la Fed, donc on est sur un discours qui est entre deux, oui, mais globalement il nous a expliqué que il allait regarder clairement ce qui se passait au niveau de l'inflation, clairement ce qui se passait au niveau du chômage, il était encore cette phrase magnifique que l'on retient tout le temps, data dependent, ça veut dire qu'il va regarder les données, et nous c'est ce que l'on va regarder aussi. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que suite à justement cette prise de parole au niveau de la position de la Fed par rapport à l'inflation, je vous rappelle ici c'est tiré de la vidéo, donc de la quotidienne pour ceux qui suivent, de jeudi matin, on voit qu'on était sur des taux de 91%, c'est la probabilité que le marché, c'est le pricing du marché, sur la diminution ou le maintien des taux. Globalement, en juin, 91%, on maintient les taux, et juillet, 71%, on maintient les taux, et septembre, 45%, on va arrondir, maintient les taux. Ok. Maintenant, si on regarde aujourd'hui, ben on voit que c'est plus les mêmes chiffres. Hein. On voit que c'est 65% et 32%. Donc ça veut dire que déjà, il y a eu un pricing qui s'est effectué sur la probabilité de la baisse des taux beaucoup plus rapide, contrairement à ce que nous disait Jérôme Powell, qui explique aussi l'accélération haussière qu'on a pu voir au niveau du S&P 500 et du Nasdaq. On en parlera un petit peu plus tard. Mais ce qui est important de retenir, c'est que là, à côté, on a un discours de Jérôme Powell qui nous dit « Bon, on n'augmente pas les taux, mais c'est plus compliqué que prévu, donc on va maintenir les taux. » Et on a le marché qui dit « Oui, ok, mais en fait, on te croit pas, tu vas réagir beaucoup plus rapidement que prévu. » Qu'est-ce qui a fait changer cette partie-là? Bon, encore une fois, c'est cette phrase de data dependent, c'est-à-dire que je surveille les données. Qu'est-ce que j'ai comme données qui est sortie hier? 3,9 sur le taux de chômage en avril. Les PMI sont plutôt ok, mais surtout le chômage augmente. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important au niveau des USA. Je vous ressors mon graphique habituel, qui est le taux de chômage que l'on retrouve, où on voit que oui, on a une belle progression qui est en cours, et on a le niveau critique des 4% de chômage, dans lequel on pourrait avoir un emballement et une accélération, et qui est pour moi la zone vraiment à surveiller, et que la Fed et Jérôme Powell surveillent de ce côté-là, et c'est l'élément très marquant de l'économie américaine. Est-ce qu'on va avoir une augmentation du chômage? Est-ce que cette augmentation du chômage est réellement liée à une détérioration du tissu économique? Ou est-ce qu'elle est liée à une forme de structuration, nouvellement structuration autour de l'intelligence artificielle et une diminution des postes? Ça, malheureusement, on est incapable de pouvoir le déterminer. Je pense qu'il est encore trop tôt pour pouvoir avoir ces types de statistiques-là. Mais en l'occurrence, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est quelque chose qui va être surveillé de très près. Surtout qu'à côté, nous n'avons pas de baisse de l'inflation. L'inflation reste à des niveaux élevés, 3,5. Alors il y a plusieurs éléments qui rentrent dans cette inflation. On va voir les services, c'est quelque chose qui est très important et qui est vraiment surveillé. Et à côté, on va voir notamment tout ce qui est énergie et le pétrole. Vous inquiétez pas, on va revenir dessus dans quelques instants, parce que il y a la macroéconomie, il y a les chiffres, il y a Jérôme Powell, mais il y a aussi la géopolitique qui influe énormément sur ça. Et vous allez voir que tout ça est lié et mène à un moment donné à Bitcoin, et ça va influencer Bitcoin, et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. On se concentre encore une fois sur la macro, quelque chose qui est assez simple pour moi, un petit indicateur que j'ai effectué, j'ai simplement pris les deux ratios que je vous ai présentés tout à l'heure et je les ai soustraits, de façon à avoir une courbe qui représente la différence entre les deux, entre le taux de chômage et le taux d'inflation. Alors pourquoi ça a un intérêt pour moi? C'est surtout d'aller regarder le RSI étant l'impulsivité
ici, donc c'est le momentum, le mouvement réel qui est en train de se faire, et moi ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça se structure. Est-ce que j'ai un mouvement qui est en train de se faire? Et là, je vois que j'ai bien un plateau qui arrive, et j'ai bien une augmentation. Donc j'ai bien un reversal, une inversion réelle du momentum, où on était dans un momentum de descente, et on inverse bien dans un momentum d'augmentation. Donc ça veut dire que ici, j'ai bien une preuve que oui, j'ai bien une détérioration de l'économie américaine par rapport à l'inflation. Alors, est-ce qu'on schématise en disant que c'est une détérioration? Est-ce que le taux de chômage est réellement une forme de détérioration? Ça reste à statuer, mais en tout cas, dans les éléments qui sont validés par Jérôme Powell, c'est le cas. Et donc, quand on voit cette inflexion haussière, c'est un signe pour moi que, en effet, la Fed n'est pas enclin à aller justement diminuer les taux. Mais on a une autre nouvelle. Et oui, il y a beaucoup de nouvelles, je vous l'ai dit justement, et c'est en plus passionnant, parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses, et ça influe beaucoup d'éléments. Parce que là, on a tout ce dont je viens de vous présenter, c'est une représentation de ce qu'on appelle la contraction de la liquidité. C'est-à-dire que les taux qui sont élevés empêchent les emprunts et empêchent la liquidité d'être déversée dans l'économie classique. Ok, mais à côté, on se retrouve sur une autre nouvelle qui, à contrario de ça, qui est le rachat qui a été lancé. Rachat qui a été lancé, le dernier rachat, c'était en 2000 jusqu'à 2002. Donc c'était vraiment il y a 20 ans. D'accord ? Là, on repart sur une session de rachat des obligations. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réinjecte de la liquidité dans la locomotive de l'économie américaine. Mais pourquoi on réinjecte de la liquidité dans l'économie américaine alors que justement on dit que l'inflation est problématique? Est-ce que on n'aurait pas une problématique d'inflation si je réinjecte de la liquidité? Alors la réponse simple, c'est se dire oui, mais en fait c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Pour deux choses. C'est que oui, on a une économie qui est compliquée à gérer, dans lequel il y a un équilibre entre les obligations, l'économie américaine et l'inflation de façon à pouvoir structurer, de façon à pouvoir maintenir des niveaux d'équilibre forts. Pourquoi les obligations? Parce que tout simplement, si vous vous souvenez ce que j'ai traité il y a quelques jours sur la quotidienne, on parlait de First Republic Bank, mais aussi je parle régulièrement des banques régionales américaines dans lesquelles on a des problématiques de liquidité, dues principalement au niveau des obligations. Personne ne veut des obligations actuellement, des anciennes obligations, parce que justement elles sont peu rentable, et maintenant on a des niveaux d'obligations à 2 ans qui sont à 4,8%. Je suis payé 4,8% juste pour prêter de l'argent pendant 2 ans au gouvernement américain, et ce qui est globalement le placement le plus sécurisé au monde. Donc, en l'occurrence, quel est l'intérêt de détenir des anciennes obligations dans lesquelles je gagnais peut-être 1%, 2% maximum. Donc les personnes ont vendu ces obligations et rachètent des nouvelles obligations. Et c'est quelque chose qui a lieu maintenant. Et pourquoi, du coup, on a de l'injection de liquidité au niveau des rachats d'obligations? Tout simplement parce qu'il faut maintenir le niveau obligataire suffisamment haut pour éviter qu'il y ait une détérioration des liquidités des banques régionales américaines et qu'on ait d'autres défauts comme First Republic Bank. Et donc c'est quelque chose qui est déguisé pour maintenir à flot le système économique américain, enfin en tout cas le système bancaire régional américain, pour éviter que ce soit racheté par des énormes banques comme on a pu déjà le voir avec SVB Bank ou encore Signature Bank. Donc on prend un maximum de recul par rapport à ça. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je déguise de l'injection de liquidité. C'est-à-dire que c'est de la liquidité qui ne créera pas de l'inflation, en tout cas tout de suite, pour une raison toute bête, c'est que ce n'est pas une liquidité qui va aller dans l'économie américaine, c'est une liquidité qui va aller principalement en soutien des banques régionales, d'accord? On rachète des obligations pour maintenir le cours des obligations suffisamment haute. Mais en l'occurrence, ce n'est pas une injection comme on a pu le retrouver dans la crise Covid, où ça se déverse directement dans l'économie. Donc l'effet sur l'inflation ne sera pas immédiat, il sera beaucoup plus long, voire même quasiment inexistant, si jamais on a un maintien des obligations qui se statuent et que on a une chute réelle qui pourrait se faire au niveau de l'inflation américaine. Ça, gardez-le en tête, on va revenir dans quelques instants, je vous promets, dessus, et vous allez voir, tout fait sens à partir du moment où on comprend ça. Parce que d'un autre côté, si je dois résumer jusqu'à maintenant, on se retrouve sur « je maintiens les taux hauts ». Donc si je maintiens les taux hauts, ça veut dire que à un moment donné, c'est rentable d'avoir des obligations. Donc ça veut dire que je vais avoir un marché obligataire qui va être compliqué, et ça sous-entend qu'il faut que j'injecte des liquidités pour maintenir ce taux obligataire. Comment je fais pour injecter des liquidités sans que ça impacte l'inflation? Je fais une politique de rachat comme j'ai pu avoir dans les années 2000. Voilà, assez classique, mais comment a réagi le marché américain? Quand on regarde le S&P 500, plutôt bien, on voit qu'on a racheté cette énorme mèche et on a clôturé en positif, mais ce n'est pas non plus excessivement positif
aussi de ce côté-là, parce qu'on n'a pas suffisamment de momentum pour repartir, on a des signes qui nous disent que, oui, la Fed va à un moment donné baisser ses taux, mais ce sera pas forcément pour les bonnes raisons, et ça va être vraiment important. Donc, pour moi, je reste encore dans ma démarche de me dire que potentiellement on peut avoir une continuité baissière, et donc, il faut prendre énormément de recul par rapport à ça, parce que si on regarde une projection rapide par rapport à ce qu'on pourra avoir, on retombe où? Bah, toujours dans ces niveaux de convergence, 4800, donc qui est pour moi la zone de fin de retracement, première impulsion, retracement, deuxième impulsion, avant de restructurer une accumulation. Encore une fois, c'est une projection, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur le Nasdaq, même réaction, on retrouve dans des niveaux de retest que j'avais définis à l'époque, et donc, pour moi, on est dans des zones cruciales. Est-ce que oui ou non, on va repartir à la hausse, ou est-ce qu'on va avoir une respiration qui va être beaucoup plus flagrante? Et ça, c'est quelque chose qu'on aura certainement comme réponse ce mois-ci, ou le mois prochain au maximum. On rappelle que le mois de mai est toujours un petit peu compliqué au niveau du marché américain et du marché traditionnel, beaucoup moins côté crypto, on en discutera un petit peu plus tard. Donc clairement, pour moi, on attend une deuxième jambe baissière, mais quand on regarde ici, quelque chose qui est très important, et on voit une énorme jambe baissière qui est le pétrole. Et là, on se rappelle ce que je vous ai dit en début de vidéo. Le pétrole, l'inflation, le pétrole. Le pétrole, c'est l'énergie, et donc, comment ça se fait qu'on a une baisse qui est drastique, avec une mèche qui est vraiment énorme. On est passé de 82 à 77, ce qui est très puissant, et on monte vraiment une impulsion baissière très forte. Et ça, il faut se tourner un peu sur la géopolitique, et vous allez voir que c'est vraiment très intéressant de voir ce qui s'est passé. Et ça, il va falloir revenir un petit peu dans le passé. On va remonter en septembre 2023, dans lequel on a une forme de dissension qui se fait entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Principalement, l'Arabie Saoudite se tourne vers l'Est avec la Chine et la Russie. Ça, on avait déjà commencé à le voir, avec une complexité de la relation entre Biden et l'Arabie Saoudite. Et à côté, on a l'Arabie Saoudite qui est rentrée dans les BRICS, en même temps d'ailleurs que l'Iran. Donc on a un Moyen-Orient qui était en train de se déchirer, dans lequel ensuite on a eu une explosion de la poudrière du Moyen-Orient avec l'Israël et l'Iran, et dans lequel on a une diminution maintenant des tensions, et qui est en train de se faire. Regardez bien l'évolution. Ici, l'Arabie Saoudite est en train de sortir du rang des États-Unis, elle rejoint les BRICS, et là nous avons maintenant un accord bilatéral qui est en train d'être fait, sont très proches de signer cet accord entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite dans le cadre de la normalisation avec les relations israéliennes, dans lequel on se retrouve encore une fois dans une protection entre l'Arabie Saoudite, les États-Unis et Israël, avec la reconnaissance d'un État indépendant palestinien et une normalisation des relations avec l'Iran. Donc on a les tensions qui sont en train de diminuer au niveau de la partie Moyen-Orient, et ça impacte quoi? Bon bah clairement on va pas se cacher que ça impacte le pétrole, et le pétrole va impacter quoi? L'inflation. Peut-être on a une augmentation au niveau du service, mais si à côté on a une diminution vraiment forte de l'inflation liée à l'énergie, à ce moment-là on aura une diminution de l'inflation, et donc on aura la capacité de dire bah écoutez, l'inflation elle est en train de diminuer, on va pouvoir donc diminuer les taux, et donc structurer cette partie-là. Et c'est exactement ce qui est en train d'être pricé actuellement, d'accord? Au niveau du S&P 500, au niveau du Nasdaq, les réactions du marché, c'est exactement ça. Est-ce que ça va se passer de cette façon-là? Je pense qu'on va avoir encore quelques petits cailloux dans la chaussure, quelques petites bosses sur le chemin, mais globalement, je pense que ça va se finir comme ça, et c'est pour ça que je pense qu'on aura une dernière jambe baissière qui pourrait être très agressive, ou non, et on peut continuer à monter encore une fois au niveau de la macroéconomie assez haut, avant de redescendre potentiellement juste aller retester ça et repartir, ou tout simplement ici s'arrêter là, aller chercher beaucoup plus bas, restructurer, et repartir à la hausse. L'important pour moi, c'est de marquer ce qu'on appelle un break-off structure, donc faire ça, faire un petit retest, aller par exemple faire le break-off structure ici, là j'aurai un signal d'inversion de tendance, avec une continuité haussière. Tant que je n'ai pas ça, bon ben en l'occurrence pour moi, court terme, on est dans une tendance baissière, long terme, on est dans une tendance haussière, et ça ne change rien, et on prend du recul, encore une fois, on dézoome cette partie macro, et on est plutôt bien. Oui, si on va rentrer dans les 4800, je peux vous dire que ce sera une super opportunité qu'il faudra être capable de saisir, malgré le fait qu'il y aura certainement une peur structurelle. Et clairement, comment ça va impacter Bitcoin? Parce que ça fait déjà longtemps que je parle de macroéconomie, et tout ça c'était important de comprendre, parce que depuis qu'on a les ETF, on a un impact très fort sur Bitcoin, et justement, il va falloir comprendre ce qui va se passer. Et je vais m'efforcer de répondre à la question que tout le monde se pose, est-ce que le bull run est terminé? Est-ce que les bears qui sont revenus sur le marché ont raison de dire qu'on va retourner à 20 000, qu'on va retourner à 10 000, à 15 000, peu importe la target baissière? Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui.
Mais juste avant, je vous rappelle qu'en description et en commentaire, vous avez ma masterclass, 1h30, pour tout savoir sur le bull run, la stratégie d'achat, stratégie de vente, les différents profils psychologiques, les cryptos qui n'ont pas encore éclaté. C'est gratuit, 1h30 de pur plaisir, en commentaire en description si ça vous intéresse. Alors maintenant, ma vision au niveau du Bitcoin, en sachant tout ça, en prenant en compte toutes les nouvelles informations qui sont en train de rentrer sur la macroéconomie. Pour moi, je commence toujours par cette clôture ici weekly du CME qu'on a eu. J'ai envie de vous dire, elle est plutôt positive parce que oui, on a une clôture qui est plutôt baissière, mais on a ravalé 60% de la bougie ici. On a un retracement au-dessus des 236 du mouvement total haussier que l'on a pu avoir maintenant. Alors ça, c'est positif. Quand on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet, en passant en daily cette fois-ci au niveau du CME, on voit que oui, on a eu une impulsion baissière, on a retracé une grosse partie, on va regarder ça dans quelques instants, mais je vous rappelle, et ça c'est très important de le retenir, c'est que malheureusement, ici la structure, quand on regarde tout simplement structurellement, nous ne sommes pas dans une inversion de structure, nous sommes dans une tendance long terme qui est bull, mais actuellement nous sommes dans du court terme bear, d'accord? On rappelle que la structure, ici les highs sont, donc les tops sont de plus en plus bas, et les bas sont de plus en plus bas, donc pour moi on n'a pas d'inversion. Ce qu'il va falloir avoir, c'est une rupture haussière avec un retest, et une validation de cette rupture haussière. Là, on aura un setup pour se dire qu'on est dans une inversion de tendance, et qu'on va aller chercher plus haut. Tant qu'on n'a pas ça, pour moi, la probabilité la plus forte est d'avoir une continuité de la tendance court terme baissière, et donc d'aller chercher un petit peu plus bas. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde les différents volumes ici, je vous en avais parlé plusieurs fois d'ailleurs, c'est que ces niveaux de volume ici que l'on retrouve là, c'est les niveaux de résistance, on voit que ça a servi de support très très fort, et donc on a maintenu ce niveau-là, d'où la réaction haussière. Ok, le prochain niveau, il est où? Il est ici. Et ça correspond à quoi? Au 618 que l'on retrouve au niveau des 52 000. Donc c'est une zone à surveiller pour une continuité baissière, si jamais on ne fait pas de rupture. Maintenant, quelle est la probabilité de faire une rupture? Et là, on va sortir de paradigme, et on va justement changer de fusil d'épaule. On va considérer que nous sommes dans un range, avec un top, un bot, les liquidités qu'on est allé chercher, dont je vous ai parlé d'ailleurs pareil, de nombreuses fois dans mes différentes vidéos en vous disant qu'on allait chercher ces liquidités à un moment donné. On est allé chercher cette liquidité, on voit qu'on a eu une très belle réaction haussière, et on a cassé ici la zone de retest, ce qui est excessivement positif. Je vous expliquais justement hier que cette zone-là, il fallait impérativement la casser, soit on faisait un pullback et on faisait une continuité baissière, là c'était l'option la plus bear possible, soit on faisait une accélération haussière et un pullback sur les 60, et repartir à la hausse avec ici un break of structure. Ça, c'est ce que l'on attend clairement, et ça, c'est le plus bullish possible. Soit on retourne tout simplement faire un retest de ce top-là, et à ce moment-là, on verra si on retouche les 60 ou si on les casse totalement. Ça, c'est encore autre chose, et il va falloir patienter pour avoir ces informations. Mais là, on est dans une réaction qui est plutôt bull, qui est vraiment plutôt bull, dans lequel on voit que on n'a pas d'impulsion baissière qui est suffisamment forte. Oui, ça peut être un bull trap. Oui, on a fait un short squeeze. Quand on regarde ce qui se passe actuellement au niveau des ETF, on voit qu'on a une sortie de liquidité qui est très conséquente. Mais même malgré ça, on voit quoi? On voit des accélérations haussières. On arrive à maintenir des niveaux au-dessus de 60K, alors qu'on a une sortie de capital qui est très très important au niveau des ETF. Et malgré ça, Bitcoin tient. Alors oui, ça tient, mais clairement, on va pas se cacher qu'il y a eu un gros short squeeze, d'où la grosse bougie. Alors encore une fois, gros, tout est relatif, c'est juste que la propension des liquidations qui a eu lieu était majoritairement sur des shorts, mais ce sont des niveaux 130 millions, c'est rien, d'accord? On peut liquider jusqu'à 500, 600, 700 millions, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins de liquidité sur le marché. Et ça, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué toute la partie macro. Encore une fois, sur la partie macro, il faut comprendre qu'il y a de l'incertitude, qu'il y a une complexité macroéconomique et géopolitique. On est dans la cour de la résolution, mais la résolution n'est pas encore faite. Donc cette incertitude empêche les gens de rentrer sur le marché parce qu'ils ont une gestion du risque qui est liée, ok, incertitude, je vais aller sur des bons au trésor, je vais aller sur de l'or, je vais aller sur des choses qui sont moins risquées, ou à la rigueur sur l'equity, donc c'est-à-dire sur des actions, mais je ne vais pas aller sur du BTC. Et c'est pour ça aussi qu'on a cette réaction-là. Ok, maintenant que ça c'est dit, on dézoome un petit peu,
et on se dit que on a réintégré, le range. Donc là, pour moi, il n'y a pas encore de signal pour se dire qu'on repart à la hausse, que c'est le bull run, ou que c'est la cassure baissière. On retourne dans quoi? Dans une zone de neutralité, qui est encore une fois, classique avec la fractalité que l'on a pu connaître. Je rappelle que dans ces parties-là, et ça on va le voir dans quelques instants dans la partie on-chain, nous sommes dans des phases de neutralité, et c'est normal. Donc pour moi, on retourne dans quelque chose qui est classique. La seule alerte que j'ai, et qu'il va falloir surveiller, elle se trouve ici, au niveau de l'order flow, dans lequel je vois que on a, cette fois-ci, au niveau des top traders, une diminution de leur position. Donc on a eu ici une augmentation de leur position dans la chute baissière, d'accord, une grosse augmentation de leur position, et ici on voit qu'on a une diminution de leur position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des prises de profit, ça a été racheté, toute cette baisse a été rachetée, et toute cette partie-là a été vendue. Donc là, j'ai un signal pour me dire que potentiellement j'ai un risque de continuité baissière, de retest des 60K, voire même peut-être un petit peu plus bas des 56 000, et qu'il va falloir surveiller. Encore une fois, tant qu'on n'a pas cassé les 67 000, on n'a pas de certitude d'une inversion, en tout cas une confirmation, d'une inversion de la tendance court terme, qui est majoritairement bear, d'accord? Donc on prend du recul par rapport à ça, on a encore un risque qui est réel, mais surtout on est retourné dans la zone de neutralité. Mais concrètement, ce qui s'est passé, est-ce que c'est quelque chose d'anormal? Est-ce que c'est la fin du bull run comme tout le monde le dit? Est-ce que en fait le bull run n'a pas commencé? J'ai envie de vous dire, il y a plusieurs analyses on-chain qui nous donnent des réponses, et même des très très belles réponses. Ici on va parler du MVRV, donc c'est quelque chose qui est assez classique, dans lequel c'est la représentation du prix du Bitcoin à chaque moment où ils ont été déplacés. Bon, pour faire simple, si un Bitcoin a été déplacé ici dans la période de 2016, il est pondéré par rapport au prix de 2016. Donc ça nous donne en fait le prix réel du marché du Bitcoin. Et c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui rentre vraiment dans la notion de fractalité et on voit qu'on a vraiment exactement les mêmes tendances et les mêmes structurations qu'il y a lieu. Et c'est là où c'est vraiment intéressant. Parce que dans ces intercycles, avant la phase d'expansion très forte, on voit quoi? On voit qu'on arrive dans des niveaux qui sont très forts, comme par exemple ici, ou encore, comme on a vécu il y a peu, un top local ici. Et donc quand on arrive dans ces zones-là, systématiquement, on a une phase de respiration, et ce sont des zones qui sont considérées comme étant des tops locaux. Mais est-ce que on doit retourner, comme on a vécu, par exemple, en 2019-2020, dans une zone de rachat très fort? J'ai envie de vous dire, non. Là, on a eu la crise Covid. Quand on regarde ici la période 2016-2017, on voit très bien qu'on a eu un retracement qui était juste une phase de respiration plutôt classique. Donc encore une fois, on prend du recul par rapport à ça. Oui, nous avons fait un top local. Est-ce qu'on considère que c'est le début du bull run? Par exemple, ici, on regarde qu'on était dans un top local qui était ici un retest de l'ATH. On fait une respiration, mais ce n'était pas encore, une fois, le bull run. Le bull run, la phase d'hyper-expansion, elle est arrivée par la suite. Et c'est pour ça que je renforce toujours cette idée-là de est-ce que le bull run a commencé ou non. Je vous rappelle que pour moi, la zone que j'ai définie ici, ce sont les zones que j'ai mis il y a quasiment plus d'1 an et demi, début du bull run, et que je défends depuis relativement longtemps, qui est globalement sur la fin d'année 2024, avec aussi l'événement classique que l'on retrouve au niveau de l'économie américaine, qui chamboule un petit peu tout, c'est la présidentielle américaine. Et ça va jouer énormément. Ok. Bon, on-chain, on a cet indicateur-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est vraiment important? Ça va être ça va être tout simplement la représentation de l'évolution de la moyenne mobile des 200 semaines. Est-ce qu'elle est puissante? Est-ce que le mouvement est puissant? Ou est-ce que le mouvement est faible? Et ça, c'est très important. Ça montre quoi? Globalement, l'amplitude du mouvement qu'on est en train d'avoir. Et ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est quand on regarde la typologie des pastilles, on voit qu'on est dans la représentation d'un top local qu'on a vécu ici, qu'on a vécu là. On n'est pas encore dans une phase d'hyper-expansion, comme on a pu le connaître, avec la phase de rupture dans laquelle on fait un maximum d'accélération. Donc on est encore dans ces phases de retest qu'on retrouve ici. D'ATH, on est encore dans quelque chose qui est normal. Encore une fois, on recule. Est-ce que c'est logique d'avoir une phase de respiration? Est-ce que c'est logique d'avoir une respiration qui fait à l'heure actuelle 23%? Est-ce qu'on ne peut pas aller plus bas?
Oui, on peut aller plus bas, encore une fois, c'est moins 30% qu'on peut vivre. Est-ce que c'est montré on-chain? Oui, encore une fois, c'est montré on-chain. Ce graphique-là, rose, que l'on retrouve, c'est quoi? C'est les drawdowns, sous-entendu, la chute par rapport au top précédent. Bon, bah, qu'est-ce que l'on voit? On voit dans ces phases d'hyperaccélération, on a le prix qui est en noir ici, dans ces phases d'expansion, on voit que malgré dans les phases d'expansion et de découverte de prix, on a à côté des mouvements baissiers, des drawdowns qui sont relativement conséquents, avec des drawdowns qui peuvent arriver de moins 16%, moins 36%, et ça c'est systématique. On a toujours ces phases de drawdown, moins 23%, moins 24%, donc à quel moment ce que l'on vit là, c'est la fin du bull run? À quel moment on peut considérer que nous sommes dans quelque chose qui est différent? Il n'y a aucun signal qui nous dit techniquement que nous sommes dans quelque chose de différent. Oui, on a du bruit, mais encore une fois, c'est classique dans le marché. Le but du marché, c'est de nous offrir un maximum de bruit, et justement, il faut prendre du recul, réincrémenter les nouvelles datas que l'on a, et considérer est-ce que oui ou non, quelque chose change. J'ai envie de vous dire, pour moi, il n'y a rien qui change drastiquement. Et d'ailleurs, il y a une amie, il y a pas longtemps, qui m'a dit, mais comment ça se fait que tu n'as pas changé, justement, ces lignes-là, pourquoi tu les laisses là? Parce que, tout simplement, pour l'instant, oui, l'ETF a changé les choses, a fait un repricing event, mais pour moi, fonctionnellement, je pense qu'on est toujours dans la même hypothèse. La fractalité me dit qu'on devrait commencer là. Est-ce que oui ou non, on va arriver là? Pour moi, factuellement, il n'y a rien qui change, et on voit bien que, là, actuellement, on a tous les éléments avec un retracement très fort. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rentrer impérativement maintenant, ou justement ne pas rentrer? La réponse, elle est encore plus simple. On prend du recul. Comme je vous l'ai dit à chaque fois depuis longtemps, c'est le bon moment. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes dans une phase de retest, nous avons une phase d'expansion qui nous attend. Oui, il y a un risque de retracement. Oui, on peut aller retracer des niveaux plus bas, c'est sûr. Oui, sur les altcoins, on peut avoir encore des liquidations. Mais à partir du moment où on a compris qu'on a la possibilité d'avoir des retracements et qu'on accepte que son portefeuille retrace, fasse moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50% en fonction de sa composition, et qu'on a la capacité de continuer à réinvestir et qu'on comprend que derrière on prépare cette phase d'expansion et qu'on est patient, bah à ce moment-là, oui, c'est le bon moment. Je reste toujours dans cette idée-là, et c'est ma propre vision, et c'est quelque chose que je définis. Ça n'a pas changé depuis ces 6 derniers mois, ces 9 derniers mois. C'est toujours ma position, que l'on soit ici dans cette phase des 30 000, que ce soit dans cette phase des 40 000, que ce soit dans cette phase des 70 000, on est toujours dans cette idée-là. Il ne faut pas rentrer à levier, il ne faut pas se faire liquider, il faut avoir une stratégie de construction, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai fait le webinaire d'1h30 mi-avril, parce que c'est le bon moment de comprendre tout ça. Et si ça vous intéresse, je vous rappelle que c'est en commentaire en description et que c'est 100% gratuit. 1h30 où je vous donne toutes les infos pour pouvoir structurer la façon dans laquelle vous allez fonctionner. En tout cas, j'espère que cette vidéo a répondu à pas mal des interrogations. Je vous ai livré vraiment ma vision du marché. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire en description. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la et abonnez-vous bien évidemment, et on se retrouve très vite.